Chers amis, bonjour. Nous sommes le 23 septembre 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer virtuellement Bernard Wemel pour échanger au sujet de la Hongrie. Et je serai accompagné de notre ami Maurice Portiche que nos auditeurs connaissent depuis un bon moment il a participé à pas mal d'émissions, y compris sur des sujets comme la Chine plus récemment. D'ailleurs, je pense que nous referons une émission très bientôt. Bonjour Maurice, bonjour Bernard, comment allez-vous? Bonjour Marc, tout va Bonjour. bien? Bonjour, ben, très bien, très bien. Alors je suis actuellement à Hong Kong, Maurice est à Budapest et Bernard est en France. Alors où exactement en France? Alors, je suis rentré quelques jours dans mon pied-à-terre qui se trouve à Saint-Denis. Très bien. Alors pour combien de temps? Je vais rester une quinzaine de jours. D'accord. Hein, Et après, je suis toujours président du conseil syndical de ma résidence et puis j'avais quelques travaux, une porte de garage à changer, etc. Ça va me prendre une quinzaine de jours. Et puis mon épouse avait un rendez-vous à l'hôpital et dans une quinzaine de jours, je rentre à Budapest. d'accord. Bon, séjour en France classique pour les expatriés et après retour à Budapest où il fait bon vivre. Vous allez tout nous expliquer. Alors oui, séjour classique, Saint-Denis, c'est pas tout à fait classique, Ah, hein. un peu moins. J'oserais dire que quand j'arrive à Saint-Denis en venant de Budapest, j'ai parfois l'impression de me trouver en Afrique. Bon, Oui. Bon, je dis une classique dans parenthèse. le sens où on a des problématiques à respecter, il y a de la paperasse, il y a des choses à faire. Ouais, après, on pourra parler du reste. Mais très bien, est-ce qu'on peut déjà commencer par une présentation? Bernard, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez, ce que vous faites à Budapest? Dites-nous tout. Voilà. Moi, je suis un ancien proviseur, proviseur retraité. Enfin, j'ai d'abord été professeur de mathématiques et puis ensuite j'ai été proviseur pendant 27 ans. Et j'ai acheté un appartement à Budapest en l'an 1999, à une époque où c'était quand même relativement difficile. J'étais venu à Budapest à plusieurs reprises, bah, quasiment tous les années, depuis 1985. 1985, c'était pas facile d'y entrer, il fallait un visa, il fallait des bons d'essence, enfin, bon, voilà. Et en 1999, j'ai eu l'opportunité d'acheter un appartement. Ça n'a pas été facile, il a fallu créer une société que j'ai dissous par la suite, hein. Et puis, bah, vous savez que les enseignants ont quand même un certain nombre de semaines de vacances. Eh bien, je venais à Budapest pendant toutes les petites vacances et les grandes vacances, même si j'avais moins de vacances que les professeurs. Et puis en 2013, j'ai obtenu ma retraite. Et là, à partir de cette date, je me suis installé définitivement à Budapest. Je reviens en France environ 15 jours ou 3 semaines tous les trimestres, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis resté le président du conseil syndical de mon pied-à-terre. Enfin, c'est une résidence de 81 logements située juste à côté de la mosquée construite par l'Arabie saoudite. Enfin, vous voyez la population. Mais bon, je suis quand même président du conseil syndical. Voilà. Donc, je suis en Hongrie depuis 2013. Euh, Qu'est-ce que je fais? Bah, je voyage beaucoup, j'écris un petit peu. J'ai écrit un livre sur la Hongrie, sur Viktor Orban, enfin sur la Hongrie de Kadára Orban. J'ai écrit un livre sur ma vie dans l'éducation nationale, mes 56 ans passés dans l'éducation nationale, et je viens de sortir un livre sur l'occupation ottomane dans les Balkans. Voilà mes occupations à Budapest. D'accord, très bien, merci beaucoup Bernard. Alors Maurice, la plupart des personnes qui me suivent connaissent déjà bien, mais est-ce que tu veux te présenter rapidement en quelques mots? Oui, très rapidement, pour rebondir sur ce que vient de dire Bernard, moi j'ai acheté un appartement en 2016 à Budapest, mais j'y venais qu'une fois, maximum 2 fois par an pour des très petits courts séjours pour rencontrer mon fils qui avait trouvé un boulot à Budapest, un fonds d'investissement. Et puis maintenant, je suis à Budapest à plein temps, si je puis dire, depuis début 2020 à cause du Covid. Parce qu'avant cela, je travaillais en Chine encore, hein, malgré ma retraite. Et avec le Covid, je n'ai pas pu retourner en Chine. Et j'ai continué à diriger mon entreprise en Chine en ligne, à distance, de 2020 à 2021, un an et demi. Et après, on a vendu l'entreprise. Et puis, depuis, je reste à Budapest en tant que retraité. Très bien, alors, Alors, donc, j'écris également, mais je n'écris pas du tout dans mon domaine de professionnel, compétences professionnelles. Justement, je ne le veux pas. Je trouve que c'est un petit peu
je veux pas faire comme mes collègues qui ont conservé leurs notes, leurs dépêches, leurs télégrammes, et après ils font des livres sur tel ou tel pays ou tel domaine de leur compétence professionnelle. Je n'ai pas voulu faire ça et j'ai écrit 3 livres sur le Tai Chi Chuan parce que c'est ma passion, les arts martiaux sont ma passion. Je m'entraîne tous les jours, j'ai des élèves hongrois et internationaux à Budapest. Est-ce que tu as Voilà, des élèves français? je n'ai pas d'élèves Ah ben français. voilà, Bernard, il faut essayer. Je n'ai pas d'élèves français. J'ai une Argentine, un Américain, 2 Hongrois, un Chinois, une Vietnamienne. C'est un peu les Nations Unies, quoi. Mais je n'ai pas de français parce que je ne cherche pas non plus, je ne veux pas choquer Bernard, hein, mais partout Mhm. où je vais à l'étranger, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, je ne cherche pas à m'insérer dans la communauté française parce que je veux tout simplement mieux connaître le pays où je me trouve, me fondre un petit peu au sein de la population. Et en dehors des obligations professionnelles qui étaient les miennes quand j'étais ambassadeur, j'étais obligé évidemment, j'étais le patron, le papa, si je puis dire, de la communauté française, mais je ne cherche pas trop parce que je n'ai pas envie de retrouver à l'étranger le climat que je déteste en France, et c'est pour le climat pour lequel j'ai quitté ce pays. Alors, les Français qui habitent à Budapest, Mais que par ailleurs, j'adore. Et parce que je l'adore, je suis parti. oui. Bah, les Français qui habitent à Budapest, ce ne sont pas les mêmes profils que des Français de Saint-Denis. Non, non, mais il y a, les résultats des élections l'ont montré, il y a beaucoup de gauchistes, gauchistes, wokistes, LGTB, etc. Alors quand je rencontre ou je prise de rencontrer un, je me demande qu'est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce que je peux dire, Pour ne etc. pas le Je trouve que vexer. l'autocensure, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. On doit pouvoir être ce qu'on est, et malheureusement, avec beaucoup de Français, on n'y arrive pas. J'en Oui, pense alors Bernard. je- c'est vrai il y a beaucoup de gauchistes, en particulier parmi les jeunes, hein, parce qu'on a pas mal d'étudiants dans le cadre d'Erasmus. Mais enfin, l'ERN a quand même fait 25% des voix au premier tour des élections législatives. Ensuite, il a été éliminé parce que nous sommes dans une circonscription, nous sommes associés à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le gros morceau. Le RN n'a fait que 4% à Berlin. Donc, évidemment, ça a éliminé notre candidate. Mais il n'y a quand même pas que des gauchistes, des wokistes, des Français gauchistes ou wokistes à Budapest. Alors c'est Oui, oui, je vrai suis que d'accord avec vous. hein, je pense que au deuxième tour, la candidate l'insoumise hein, a fait presque autant de voix que le député élu, qui est un député MoDem. Oui, ça c'est vrai. Le Philippe Auparavant, il Petit, y avait un député socialiste, hein, il s'appelle avant l'arrivée de Petit, Macron. il s'appelle Petit, je crois. Oui, ça c'est notre député actuel, Oui, Frédéric macroniste, hein, Petit, je connais, ouais. qui est élu, Oui, oui. il vient d'être réélu. Mais à l'époque Hollande, hein, c'était un député, il y avait un député socialiste hein, sur la septième circonscription qui est constituée de l'Europe de l'Est, en gros, mais surtout de l'Allemagne, hein. Le gros morceau, c'est l'Allemagne. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut dire que les Français de Hongrie sont un peu plus conservateurs que le reste de la circonscription? Et est-ce qu'on peut dire que certains sont expatriés en Hongrie justement pour ces raisons, c'est-à-dire qu'ils retrouvent certaines valeurs? C'est peut-être pas la Russie, mais bon, presque, c'est Bah, ceux qui ont envie d'être en Europe de l'Est. si on se réfère aux résultats des élections législatives, 25% pour le RN, Epsilon pour Reconquête, donc on peut en déduire grosso modo que un quart de la population française serait conservateur et les restes ben, se répartissent entre la gauche, les gauchistes et les macronistes. Voilà, on n'est pas loin de là, la majorité. Oui, oui. Alors, on a obtenu 25% en Hongrie, mais on a obtenu aussi 25% en Serbie, on a obtenu 26% en Bulgarie. Enfin, il y a quand même un bon noyau de patriotes hein, dans cette partie de la circonscription qui est plutôt la partie Europe de l'Est. On ne peut pas tout dire. Mhm. La Roumanie, ça fait partie? Comment? La Roumanie,
Ça en fait partie aussi. La Roumanie aussi, hein. En Les Roumanie, conservateurs ou pas? on est pas loin de 25%, on a dépassé les 20%. Oui, oui, ça fonctionne bien en Roumanie. Enfin, donc, on n'a pas à se plaindre. Alors, il y a effectivement des retraités. Moi, j'en ai connu, j'en connais quelques-uns hein, qui sont arrivés en Hongrie justement parce que le climat de la France ne leur plaisait plus. Mais il y a d'autres personnes qui sont en Hongrie. Il y a des personnes qui sont venues en Hongrie pour des raisons de travail, hein. Alors, je pense que dans ce cadre-là, les opinions politiques sont quand même assez partagées. Et il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'Erasmus. Et les Erasmus, hein, d'ailleurs, Mélenchon l'a bien dit, hein, notre avenir pour la France insoumise, c'est les cités, enfin, c'est les zones ethniques en France, et puis les jeunes, la jeunesse. Hein, donc, oui, la jeunesse vote pour Mélenchon. Par chance, il ne reste pas très longtemps en Hongrie. Hein, c'est une affaire de 6 mois ou d'un an. Parfois, ils ne votent même pas. Donc, ils sont là, mais ils sont même pas inscrits. Alors, quand même, hein, au moment des élections, hein, ça bat le rappel. Hein. Il faut savoir que, par exemple, à Budapest, au moment des élections municipales, nous avons le droit, en tant que Européens, en quelque sorte, de voter pour les élections municipales. Et aux élections municipales de Budapest, la situation, enfin, le maire était un petit peu risqué de perdre son siège. Eh À bien, cause des il y Français? avait... Comment? À cause des Français, qui sont un peu plus Non, progressistes. pas à cause des Français. Hein. Ah, Le maire de Budapest, c'est une sorte d'hidalgo avec des attributs sexuels masculins, quoi. Bon, Ah, il d'accord. risquait ah oui, ah bah, oui, oui. Et il y avait des affiches en anglais, un petit peu partout, sur les portes, les grandes portes des immeubles, en disant vous êtes citoyen européen, vous pouvez vous inscrire pour les élections municipales. C'est-à-dire qu'il faisait appel à tous ces gens, en particulier à tous ces jeunes, Erasmus. Alors, les Français, il doit y avoir 2 000 à 3 000 Français. Il y a 2 000 inscrits sur les listes électorales, il y a peut-être 3 000 à 4 000 Français. Mais il n'y a pas que des Français, quoi. Il y a des citoyens européens venant d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, etc. Ils peuvent aussi voter Et pour les il faut quand municipales. même savoir que le maire de Budapest n'a quand même été élu qu'avec 200 à 300 voix d'avance. Hein, il y a quand même 1 700 000 habitants dans cette ville. Donc on faisait appel quand même aux Européens, enfin aux gens de l'Ouest de l'Europe, parce qu'on sait que les gens de l'Ouest de l'Europe sont quand même un peu plus wokistes qu'à l'Est. Hein. Oui, Voilà. plus progressiste, plus gauchiste Plus que la libéraux, population sociétalement, autochtone. etc. D'accord. Mais Oui, Budapest, oui, oui, c'est oui, un oui. cas particulier en Hongrie. Hein. Budapest, c'est disons, le seul lieu où les forces politiques d'opposition à Orban sont bien présentes. Mais dès qu'on va dans les campagnes, c'est Oui. complètement différent. Là, le Fidesz, il est extrêmement bien implanté. La population rurale, elle a très très bien compris l'enjeu politique. Elle soutient Orban. C'est Budapest, le château de l'opposition à Orban. Et c'est vrai que ce maire a été élu à quelques centaines de voix près, mais à Budapest, il est quand même assez populaire. Tous les Hongrois que je connais à Budapest, ils sont tous anti-Orban déjà. Je n'ai jamais rencontré un Hongrois à Budapest qui est pro-Orban. Je ne connais pas tout le monde, bien entendu, mais je dis que Oui, je ne rencontre que des anti-Orban et ils sont très, très proches, enfin politiquement parlant, de ce maire. Ils disent tous que c'est la relève politique. Après Orban, celui-ci est appelé à avoir un avenir politique. Bref, c'est un progressiste. Voilà. alors, je crois qu'il faut quand même. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de partisans d'Orban à Budapest. D'ailleurs, il faut savoir que avant l'arrivée de ce maire, c'était quand même un maire du Fidesz, donc un maire pro-Orban qui était à la tête de Budapest. Hein. Euh, Oui, il mais y a, alors je parle de la effectivement, situation d'aujourd'hui. quand on rencontre les intellectuels, hein, moi, je suis allé à plusieurs reprises dans un lycée où on étudie le français, faire quelques causeries. Bon, alors les profs, oui, bon, sont tous favorables à ce maire.
mais dès que vous discutez avec, par exemple, des gens qui viennent faire des réparations chez vous, enfin, le Hongrois travailleur, bah, vous trouvez des gens qui sont favorables à Orban. C'est comme Oui, ça Travailleur bien en fait sûr. en France. Non, non, ce que je veux dire, c'est que c'est à Budapest, en Hongrie, où on trouve le plus de anti-Orban. C'est ce Oui, que oui, je ça veux c'est dire. sûr, c'est sûr, Orban, c'est sûr. il est quand même, il a été élu lors des dernières élections à 62 ou 65% des voix, me semble-t-il, je ne me souviens plus. Non, 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 il a obtenu 50, je pense que c'est 54% des voix, mais il a deux tiers des sièges. Hein, il a Oui, 66% des sièges. oui. Donc, Et son il y a, électorat est surtout euh, rural. il y a 100, la moitié des députés sont élus à la proportionnelle intégrale, il faut Oui, quand même le oui. dire. Hein. Mm, On, mm, on reproche parfois à la Hongrie de ne pas respecter l'état de droit, mais enfin, la moitié des députés sont élus à la proportionnelle, et puis une centaine, l'autre moitié est élue par circonscription. Alors c'est vrai que sur Budapest, il doit y avoir 18 députés, et sur 18, le Fidesz ne doit en avoir que un ou deux. Hein. mm. C'est vraiment, les députés sont élus à la campagne. Alors, Tout à fait. ce que je voudrais dire sur Budapest, pourquoi j'aime hein, sur Budapest, sur la Hongrie, pourquoi j'aime ce pays, c'est un pays dans lequel les lois sont respectées. Il n'y a pas de laxisme. Quand un délinquant est convoqué devant les juges appliquent les lois. Hein. En France, les juges jugent avec leur idéologie. Hein, les lois, enfin, il y a plus de peine planchée, il n'y a plus, etc. Enfin, les lois sont appliquées. On sait qu'en cas de récidive, les peines sont multipliées par deux. On sait qu'à Budapest, il y a de nombreuses caméras de surveillance. Enfin, bon, je crois qu'on se trouve en sécurité à Budapest. Hein, moi, je peux pas dire la même chose quand je rentre en France. Et j'oserais même dire qu'il y a des touristes, il y a pas mal de touristes à Budapest, et donc des touristes français. Alors moi, je me promène, je me balade beaucoup dans Budapest. Je dois dire que j'entends parfois plus parler français à Budapest que quand je me balade dans le centre de Saint-Denis. Donc, oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, vous avez, je vois de temps en temps, moi je suis pas loin du marché, je vais faire mes courses tous les jours au marché, je vois de temps en temps des classes d'élèves du primaire hein, qui viennent au marché parce que ben, les instituteurs, les institutrices, enfin, après nos élèves, les noms des aliments, etc., enfin, des légumes, des fruits, etc. Ben, quand je regarde ces classes, ben, je me dis, ça ressemble aux classes que j'ai connues quand j'étais jeune, c'est-à-dire que c'est des classes européennes, enfin, c'est l'Europe que j'ai connue dans ma jeunesse. Et quand je suis à Saint-Denis, je vois de temps en temps, là, je suis pas très loin d'une école hors contrat, enfin, je pense qu'elle est hors contrat, euh, musulmane. Bon, je dis, c'est terrible. Je vois aussi des jeunes qui assistent au centre de loisirs le mercredi après-midi dans Saint-Denis. Hein. Il y a quasiment plus de blancs. Et les accompagnatrices sont voilées. Hein, voilà, donc, alors vous allez dire, on voit aussi de temps en temps des voiles à Budapest, mais ce sont essentiellement des touristes. Hein, on a beaucoup de touristes, enfin on a des touristes occidentaux, hein, pas mal d'Anglais qui viennent pour boire de la bière, hein, eux c'est les chopes d'un litre qu'il leur faut, les Français qui viennent, où peut-on manger des pizzas, qui viennent pour manger de la pizza et rouler à trottinette, mais nous avons aussi des, des Turcs. Hein. Donc, quand on voit des voilés, c'est pas véritable. Il y a très peu de musulmans en Hongrie. Je pense qu'il doit y en avoir moins de 100 000. Hein. Il y a très peu de musulmans en Hongrie. Les Turcs sont musulmans, certes, c'est une communauté musulmane la plus importante de Hongrie, mais ce sont des musulmans comment dirais-je, normaux. Quoi. Ce ne sont pas des musulmans qui sont dans le djihad, qui sont Oui, oui, oui. lancés dans une idéologie Comme il y en a en politique Russie, comme il y en a ailleurs. anti-chrétienne, anti-occidentale. Ce sont des gens normaux, tout simplement. Et les quelques femmes voilées que l'on rencontre, ce sont les épouses des diplomates des pays du Proche-Orient.
Il y a des diplomates d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, etc., etc. Ils viennent avec leurs épouses. Alors évidemment, elles sont voilées, mais ça ne cause aucun problème parce que c'est tellement ultra minoritaire. Moi, je ne veux pas Voilà. rajouter ce que vient de dire Bernard. J'approuve totalement ce que vient de dire Bernard. C'est la raison principale pour laquelle j'ai quitté la France. C'est pour arriver dans un pays où on vit normalement. Je ne veux pas rentrer à Oui, parler d'idéologie. Je veux simplement dire on veut mener une vie normale. En France, on oui. ne mène pas une vie normale. Ici, il y a une vie normale, il y a une cohésion sociale, il y a une cohésion culturelle. Les gens respectent les lois parce que tout le monde partage les mêmes valeurs de société. Donc, il y a pas de problème. C'était comme ça en France. Moi, j'ai 78 ans dans quelques jours. Et ben, c'est la France que j'ai connue les années 50, 60, 70. Et puis, à partir de la venue au pouvoir de Mitterrand, la France a commencé à basculer dans l'horreur. Et plus les années passent, et plus l'horreur grandit. Et en Hongrie, eh bien, c'est un peu un retour en arrière, si je puis dire, où on retrouve cette atmosphère d'une société paisible, il n'y a pas d'hostilité dans les rues, où on peut se sourire, on peut se parler. Où vous pouvez sourire à une femme, elle ne va pas vous tirer la gueule. Les femmes peuvent se promener seules à minuit, 1 heure, 2 heures du matin, elles ne sont ni harcelées ni agressées. Et c'est normal. Mais chez nous, cette normalité n'existe plus. Et c'est Alors, très bien triste. Et cette ça, normalité, c'est grâce à la politique d'Orban, qui est un homme politique qui a une vision, qui est très courageux, qui est droit dans ses bottes. Il est tout seul contre, pratiquement tout seul. Il y a son copain Fico slovaque qui est avec lui depuis peu de temps, mais il est tout seul contre Bruxelles. Il est tout seul contre tous les sociodémocrates de l'Europe de l'Ouest pour défendre cette politique. S'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il y aurait la Pologne avec lui également. Bon, en réalité, ce sont les pays du Visegrad, c'est-à-dire Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie. C'est une alliance des pays de l'Europe centrale qui ont une vision de la société, de la civilisation chrétienne européenne qui est complètement différente de l'Afrique de l'Ouest. Et Orban est celui qui se bat vraiment comme un lion pour protéger sa société. Son grand slogan, c'est je ne veux pas 1% de plus de croissance grâce à l'immigration, parce que c'est ce qu'on laisse entendre dire à l'Ouest. Vous allez avoir un point de croissance avec l'immigration, ce qu'il faut. Non, je ne veux pas de 1%, de 2% de plus grâce à l'immigration. Je veux protéger la cohérence ethnique, culturelle de mon pays. Et l'armée hongroise est là pour défendre les frontières hongroises, mais qui en même temps, on ne le dit jamais en France quand on critique Orban là-dessus, c'est qu'il protège aussi les frontières de Schengen, n'est-ce pas? Or, si Bruxelles est oui. si anti-Orban que ça, c'est parce que Bruxelles ne veut pas que Schengen, les frontières de Schengen soient véritablement protégées. Donc, Orban les dérange. Par ailleurs, les, les informations récentes ne vous ont pas échappé. Vous avez l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et maintenant l'Allemagne qui adoptent des politiques anti-immigration, qui déportent des centaines de milliers de musulmans hors de leur pays, qui s'asseyent sur le pacte migratoire de Bruxelles, qui s'en fichent complètement de la CEDH et de la CEJ et qui n'ont aucun problème pour exporter ou pour déporter les musulmans dont ils ne veulent plus. Bien. En France, qu'est-ce qui se passe? En France, on vous trouve des tas de prétextes pour que ça soit impossible. On vous dit, ah ben oui, mais la CEDH va nous condamner, ensuite le Conseil constitutionnel va nous condamner. Donc, excuse juridique. Ensuite, on veut dire, ah oui, mais il faut signer des accords avec les pays d'origine. Et les pays d'origine ne veulent pas signer des accords avec nous. Deuxième obstacle. Ce qui fait que les autres, est-ce qu'ils s'arrêtent à ces obstacles? Et enfin, il y a le pacte migratoire, les quotas de Bruxelles qu'il faut respecter. On veut être le meilleur élève de l'Union européenne. Ceci m'amène à venir sur la scène politique française, et je serai extrêmement dur parce que réaliste et lucide, je considère que tous les partis politiques nous bassinent, nous trompent d'une manière plus ou moins grossière. Tous, y Bon, compris RN Reconquête?
y compris RN et Reconquête. Je vais m'expliquer pourquoi. Bon, l'extrême gauche, tout ça, ils sont pro-immigrationnistes, ils ne nous trompent pas, ils ne le cachent pas, ils le disent. Créolisation de Jean-Luc Mélenchon, au moins c'est clair. Bien. L'extrême centre, bon, eux aussi, eux, c'est la régénération de la population, et on trouve un autre terme, mais bon, l'extrême centre et l'extrême gauche sont d'accord pour le grand changement. Maintenant, il y a la droite, la fausse droite, faux cul, LR, et puis il y a l'extrême droite qu'on appelle l'extrême droite, mais qui en réalité n'est qu'un centre droit, le RN et puis Reconquête. Je suis désolé, moi je suis un ancien de Reconquête, Marc, tu le sais, j'ai fait beaucoup de choses pour ce parti pendant 2 ans, donc je suis complètement maintenant désabusé. J'ai été candidat aux législatives et je me suis démis parce que je ne voulais pas gêner la candidature RN, sachant que c'était la seule candidature de droite qui a quelques chances de recueillir un peu plus de voix, donc je me suis retiré. Donc j'ai suivi ce qu'a fait Marion Maréchal. Bon, bref, donc on ne peut pas me dire que je suis pas du tout de ce côté politique, bien au contraire. Mais simplement, maintenant, après avoir analysé leur projet et avoir vu comment ils se comportent, je me dis qu'ils sont en train de nous tromper. Quand on nous dit, par exemple, que si on arrive au pouvoir, il va falloir faire un référendum sur l'immigration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura jamais rien. D'accord? Est-ce que les Danois font un référendum? Est-ce que les Suédois font un référendum? Etc. etc. Non, ils décident, ils prennent une décision politique. Chez nous, tous ces gens-là, ce sont des faux culs. Ils ont peur de prendre cette décision politique dont ils trouvent des excuses. Un, le référendum. Il n'y aura jamais de référendum sur l'immigration parce qu'on trouvera toujours des explications d'ordre juridique que ce soit impossible de le faire. C'est facile. Deux, il est facile de dire on va faire un moratoire de 10 ans. Pendant 10 ans, on ne reçoit plus personne. Personne n'ose parler de moratoire. Okay. Trois, on nous dit oui, alors dès qu'on va arriver, on va faire la guerre contre la CEDH, on va retrouver notre souveraineté juridique. Mais qui dit on quitte la CEDH? Qui dit on va quitter la Cour européenne de justice? Personne. Ou du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Ensuite, on vous dit mais il va falloir signer des accords avec les pays de départ. Et signer des accords, il n'y aura jamais d'accord avec les pays de départ. Jamais. On va vous dire, oui, alors ça c'est Zemmour, mais on a les moyens de pression, on va couper les transferts d'argent par Western Union, on va mettre fin ou diminuer la PD. Mais la PD, ils n'en ont rien à foutre de la PD française. C'est une goutte d'eau dans ce que la Chine leur apporte. Bon, tout ça, c'est du bidon. Ils essayent d'attirer la clientèle politique pour qu'on vote pour eux. Et si jamais ils arrivaient au pouvoir un jour, vous verrez que le problème de l'immigration ne sera pas réglé. Parce que pour le régler, moi j'attends deux choses, qui nous disent tout simplement un moratoire. 10 ans, on n'en prend plus, on ne prend plus personne. Et pendant ce temps-là, on va essayer de régler le problème du stock qui est là. Et puis deuxièmement, le problème de l'immigration, c'est un problème politique, c'est un problème de volonté politique. Ce n'est pas un problème de droit. Alors, il y en a qui vont te dire, Maurice, c'est très défaitiste comme discours. Est-ce que Bernard, Non, vous Oui. pensez ça? c'est pas défaitiste, c'est Non, lucide. alors, bon, moi, non, non, moi, je J'anticipe les suis commentaires de ceux qui regardent ces vidéos, en fait. non. Moi, je pense que si le RN arrivait au pouvoir, il y aurait quand même un certain nombre de changements qui seraient apportés dans ce domaine. Bon, je suis content qu'il n'ait pas obtenu, je sais pas, la majorité absolue ou obtenu la majorité avec des alliés à ces élections législatives qui viennent d'avoir lieu parce que je pense que la France est en très mauvais état. Mauvais état économique, mauvais état, enfin, dans tous les domaines. Il est préférable d'attendre 2027 pour avoir à la fois la présidence et une place très importante au Parlement. Alors, je pense qu'il y a quand même des possibilités d'agir. Victor Orban le fait puisqu'il a il a réussi à fermer les frontières et je pense que on pourrait aussi en France trouver des solutions. Alors, il ferme les frontières alors que l'Union européenne n'est pas d'accord.
hein. Mais elles ne La sont pas totalement CEDH fermées, le si. condamne, il vient d'être quand même condamné la Hongrie vient d'être condamnée à payer 200 millions d'euros parce qu'elle n'accueille pas les Les migrants. réfugiés. Paraît-il, les réfugiés, ce sont des clandestins, dans de bonnes conditions. La Hongrie a décidé de refuser de payer. Alors vous allez dire, Bruxelles retient, hein, les 200 millions d'euros sur les subventions que la Hongrie doit recevoir. Non, je pense que on pourrait apporter quand même des changements très très importants, même si on sait que actuellement en France, on est limité par le Conseil constitutionnel, par bon, un certain nombre de choses comme ça, et par la justice, hein. Les juges ne jugent pas selon les lois, hein, ne serait-ce remettre par exemple des peines planchées. Hein. Sarkozy a supprimé, je pense que c'est Sarkozy, non, Sarkozy a supprimé la double peine, hein, pour faire plaisir à Carla. Mais les peines planchées ont existé jusqu'à une certaine époque, c'est-à-dire si les juges ne sont pas capables d'appliquer les lois, mais s'il y a des peines planchées, ils ne pourront pas aller en dessous. Non, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Ceci dit, je reconnais qu'en France, puisqu'on parle de la France, je reconnais qu'en France, on aura beaucoup, beaucoup de difficultés sur certains secteurs. Je pense en particulier à la Seine-Saint-Denis, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à résoudre. On va avoir une situation un peu à la libanaise où on aura des zones quasiment exclusivement musulmanes, tandis qu'on aura les campagnes qui resteront des zones chrétiennes. Mais comme dit Orban, être chrétien, ça ne veut pas dire aller à la messe tous les dimanches, croire ou ne pas. Ça veut dire avoir une culture chrétienne. Alors, si nous revenons à la Hongrie, nous voyons qu'un gars comme Orban. Alors, je tiens à dire quand même qu'au Parlement européen, le Rassemblement national est allié au Fidesz d'Orban, hein. Ils ont constitué un même groupe, alors que Les jusque patriotes, patriotes pour la l'Europe, je dernière crois. aux élections, beaucoup pensaient en Hongrie que Orban allait s'allier avec Mélanie. Mais bon, il est bien évident qu'avec la question de la guerre russo-ukrainienne, les idées d'Orban sont en totale contradiction avec celles de Mélanie, hein. Orban est partisan de la paix, Mélanie, et d'ailleurs, Marion Maréchal et ses amis, hein, qui ont rejoint Mélanie sont partisans de la poursuite de la guerre pour essayer de vaincre la Russie. Alors, je, je C'est pense très qu'on pourrait hétérogène quand même. Il y a de attendre un tout dans les certain deux nombre de camps, hein. choses des partis patriotes, que ce soit la Front National ou que ce soit le Rassemblement National ou que ce soit Reconquête, si jamais ils arrivaient au pouvoir en 2027. Et la Hongrie, peut-être la façon dont Orban dirige la Hongrie pourrait être un bon exemple pour la France. Je l'espère que Orban, la Hongrie, enfin plutôt Orban, parce que quelqu'un d'autre qu'Orban, on ne serait pas sûr que cette politique serait poursuivie. Bon, Oh, il y a je, un bon ministre des Affaires étrangères, hein, c'est un jeune, ce sera oui, peut-être. oui, 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 très bien, mais il y a des progressistes qui derrière, les choses peuvent changer. La CIA, elle est là, l'ambassade américaine, elle est là, elle fait un boulot de déstabilisation permanente. Il ne faut pas croire que les choses sont aussi simples pour Orban. Mais bref, oui, j'aimerais bien que Orban soit un modèle pour un gouvernement RN, un président RN en 2027, si les choses se déroulaient de cette façon-là. Il n'en demeure pas moins que, de mon point de vue, il ne sera pas du tout un modèle. Pourquoi? Parce que, premièrement, Orban lutte contre l'immigration illégale, mais également l'immigration légale. Il n'y a pas d'immigration légale musulmane en Hongrie. Okay, les Alors, frontières, attention, les il y frontières, a des travailleurs invités, hein. Il oui, y a mais un certain. Bon, alors, ils ne viennent pas Bernard, d'Afrique, Bernard, hein, ils viennent excusez-moi, essentiellement d'Asie. Bernard, Et excusez-moi. Oui, alors laissez-moi terminer, s'il vous plaît. oui, oui, Il y a une immigration économique en Hongrie. Il n'y a pas une immigration de peuplement, oui, premièrement. tout à fait Deuxièmement, d'accord. cette immigration économique, elle est géographique, géographiquement orientée. Elle ne s'oriente pas vers l'Afrique arabo-musulmane, elle s'oriente vers l'Asie. Et même s'il y a des Indonésiens qui sont d'origine musulmane, ce n'est pas la même chose que les Afghans, les Syriens, les Algériens et les Marocains, etc., etc. Bon, premièrement, c'est une immigration économique. L'immigration économique veut dire quoi? Veut dire qu'un travailleur arrive en Hongrie avec un contrat
d'entreprise. S'il n'a pas de contrat, il n'entre pas en Hongrie. Le contrat dure 3 ans. Au bout de 3 ans, il est obligé de quitter la Hongrie. Pendant qu'il est en Hongrie pour travailler, il n'a pas le droit de faire venir sa famille. Il n'y a pas de regroupement familial. Ce qui veut dire que l'immigration en Hongrie est l'immigration telle que nous aurions toujours dû connaître chez nous en France, qui a dérapé et qui est devenue une immigration de peuplement et donc d'invasion. Donc, on ne peut pas dire que la France, même si Marine Le Pen était présidente de la République en 2027, ce que je souhaite, parce que ce sera le moindre mal, mais ça ne sera pas pour moi l'Eldorado politique. Oui, Non. non. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, notre classe politique, il n'y a aucun courage politique et qu'elle est plus ou moins immigrationniste à des degrés divers. Parce que je reviens toujours à mon point de départ. Si on veut lutter véritablement contre cette invasion, contre ce que vous constatez dans le 9-3 à Saint-Denis, il faut deux choses. Il faut un moratoire pour qu'il n'y ait plus un surcroît de gens qui viennent alors qu'on a déjà des difficultés à gérer ceux qui sont sur place. Deuxièmement, donc plus d'immigration du tout, qu'elle soit légale ou illégale. Deuxièmement, ceux qui sont sur place, il faut les renvoyer chez eux. Tous ceux qui n'ont aucun droit peuvent rester chez nous, déjà. Et troisièmement, ceux qui sont déjà chez nous, il faut, et qu'on peut pas, et qu'on est obligé de garder parce qu'ils sont français, tout simplement. On leur a donné la nationalité française, on a bradé la nationalité française, n'est-ce pas, pour en faire des électeurs, pour en faire une clientèle politique. Bon, puisque ces gens-là sont français, eh bien, on les obligera à respecter la loi française et à se comporter comme des Français. Et on leur interdira leurs mœurs, leurs coutumes, etc., etc. Il n'y a aucune raison qu'on respecte des gens qui ne respectent pas notre coutume et notre société chrétienne. Une société chrétienne, une culture chrétienne. Et je ne vois aucun homme politique qui parle comme ça, sauf les trois mousquetaires qui ne se sont jamais entendus et qui font toujours 0,1% aux élections. Voilà. Et donc les autres, pour moi, c'est tout simplement un placebo. C'est une béquille, mais ils ne régleront pas le problème de la France, qui un jour ou l'autre deviendra un califat. Alors, est-ce Bon. qu'il faut se réfugier Alors, en Europe de l'Est à cause de Alors, ça? il y a une chose dont je voudrais parler, enfin dire quelques mots sur la Hongrie. Hein. Moi, j'ai appelé ça les immigrés de l'intérieur. Ce sont les tziganes. Hein. Il faut savoir qu'en Hongrie, il y a environ 700 000 tziganes sur une population de 10 millions d'habitants, bon, qui fait quand même 7% de... Et c'est quand même un véritable problème. Les tziganes ont été les grands perdants du changement de régime en 90. Bon, ils n'ont jamais été très, très éduqués. Ils n'allaient pas à l'école. Enfin, les enfants n'étaient pas forcés à aller à l'école, même sous le régime communiste. Donc, de temps en temps, ça séchait, etc. Donc, ils avaient des emplois très, très peu qualifiés. Mais il y avait des immenses complexes industriels qui employaient jusque dans la région de Miskolc, par exemple, à l'est de la Hongrie, jusqu'à 100 000 travailleurs. Ils n'avaient pas besoin de gens très, très qualifiés. Et lors du changement de régime, eh bien, ce sont eux qui sont passés les premiers au chômage et comme ils ne sont pas très qualifiés, ils ont eu du mal à retrouver de l'emploi. Et actuellement, il y a beaucoup de chômage. Il y a très peu de chômage au niveau de la Hongrie. Hein, je ne sais pas, on doit être à 2 ou 3%, peut-être même pas. Hein. Par contre, dans la population rome, il y a quand même beaucoup de chômeurs. Et de temps en temps, il y a quand même un petit peu de délinquance. Alors, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la justice est très sévère. Hein, il n'y a pas de laxisme. Alors, de temps en temps, on entend quand même hein, des petits problèmes avec les tziganes, hein, les Roms ou les tziganes. Alors, il faut faire très, très attention. Ces tziganes ou ces Roms, que ce ne sont pas ceux qu'on trouve en France. Hein. Ceux qu'on trouve en France, ce sont des tziganes ou des Roms originaires de Roumanie. Hein. Les tziganes hongrois restent dans leur secteur. Ils vivent dans des villages Ils sont originaires surtout d'où? dans les villes qui sont parfois très, très pauvres, avec des maisons qui n'ont pas les moyens d'entretenir. Enfin, c'est vraiment en très mauvais état. Hein. Voilà. Il faut quand même le dire. Bernard, ils sont originaires d'où les Tziganes de Hongrie? Alors,
Les Tziganes, ils sont arrivés, alors la plupart des Tziganes sont arrivés dans les valises, dans les fourgons de l'armée ottomane. Lorsque les Ottomans ont occupé les Balkans, enfin, je mets la Hongrie dans les Balkans parce que dans un tout premier temps, on considérait que la Hongrie faisait partie des Balkans, même si ça ne lui plaît pas. Et donc, les Ottomans sont quand même arrivés aux portes de Vienne, hein, et ils avaient avec eux un certain nombre de personnes nécessaires à l'armée, hein, pour réparer les machines, pour entretenir les chevaux, etc., pour les machines, enfin réparer leurs chariots, réparer, etc. Et c'était ces tziganes qui sont arrivés à cette époque-là. Alors ils sont quand même 700 000 en Hongrie, c'est-à-dire ça représente 7% de la population. C'est pas rien. Alors, à Budapest, quand vous voyez des gens qui portent des sacs de gravats dans des immeubles où il n'y a parfois même pas d'ascenseur, eh ben, ce sont des Roms, hein. Ils ont des emplois très très peu qualifiés. Ok, bon, je pense qu'on est plutôt d'accord sur la situation de l'Europe de l'Ouest. Maintenant, ma question, c'est de savoir pourquoi la Hongrie et pourquoi pas la Pologne, la Slovaquie. Il y a d'autres pays en Europe de l'Est qui ont une qualité de vie, qui proposent une qualité de vie similaire, il me semble. Bien sûr, la- la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, les pays de Visegrad, tout simplement, hein, offrent, je dirais même la Pologne. Je ne suis jamais allé en Pologne, mais je connais pas mal de gens qui y sont allés. Il faudrait que j'aille visiter un jour la Pologne. Le niveau de vie en Pologne est supérieur, semble-t-il, au niveau de vie à Budapest. J'ai visité Prague, la Tchécoslovaquie, j'ai visité la Slovaquie. Ça ressemble plus ou moins au niveau de vie en Hongrie. Euh, les, euh, les populations sont homogènes. La sécurité est du même niveau qu'en Hongrie. Il y a eu un transfert, c'est le seul succès de l'Union européenne à mes yeux. Il y a eu un transfert considérable de richesses de l'Ouest vers l'Est pour développer ces pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, pour les aider à faire un rattrapage économique par rapport à l'Ouest. Ça s'est fait malheureusement au détriment de l'Ouest. Et en Hongrie, Bernard, vous le savez bien, toutes les infrastructures de ce pays, qui sont modernes puisqu'elles sont récentes, elles sont financées par l'Union européenne. Les autoroutes, les tunnels, enfin bref, tout ce qui est infrastructure moderne en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, bien entendu, sont le résultat de l'action de l'Union européenne, qui, à mon avis, est le seul crédit qu'on peut lui mettre à son actif. Mais ça s'est fait au détriment d'une autre, hein. Il y a un transfert de richesse d'un côté vers l'autre. Et donc, un enrichissement à l'est et un appauvrissement à l'ouest. Alors, Le pourquoi avoir même choisi la transfert. Hongrie et Ça Comment? pas, s'est fait, Comment? ça s'est Pourquoi? fait. pourquoi la Hongrie et pas ces autres pays? Pourquoi tu as Pour choisi la quel... Hongrie? Ah, mais moi, je n'ai pas choisi la Hongrie, c'est la Hongrie qui m'a choisi, si je puis dire. Non, c'est parce que mon fils, qui était avec moi à Pékin, il faisait un master dans une université à Pékin, lorsque j'étais encore en Chine, et il a eu une petite amie hongroise. Ça Ah, commence d'accord. souvent comme ça. Un peu un hasard. Et tous les deux faisaient un master et cherchaient un stage d'entreprise pour avoir le master. Et elle cherchait sur un site en Hongrie pour elle, et elle a trouvé un poste pour mon fils. Elle lui dit: est-ce que ça t'intéresse? C'est un fonds d'investissement hongrois. Il a postulé, il a été admis, accepté, et puis ensuite recruté. Et on est allé le voir, on a vu la Hongrie en 2014-15. Je trouvais que c'était charmant. Je sentais le potentiel de ce pays. Et puis je voyais bien que c'était complètement différent par rapport à ce que la France était en train de devenir. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas avoir une valise, poser ses valises ici au cas où. Et c'est là où j'ai acheté en 2016 un D'accord. appartement. Voilà pourquoi la Hongrie. Et Mais Bernard, ce que je dis pourquoi? de la Hongrie est la même chose de la République tchèque Hmm. et de la Slovaquie et de la Pologne, hein. D'accord. Oui. Avant de dire le pourquoi de la Hongrie, je veux revenir un petit peu sur ces transferts de richesses là, de Oui, l'ouest ok. vers l'est. En fait, c'est au détriment des contribuables. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que lorsque il y a eu les changements de régime en 1990,
Il n'y avait pas de capitaux, que ce soit en Hongrie, Roumanie, Pologne, etc. Donc, ce sont des grandes entreprises occidentales qui ont acheté les entreprises, qui ont pris les marchés, quasiment pour une bouchée de pain à cette époque-là. Donc, ce sont elles qui se sont enrichies, etc. Et ensuite, l'Union européenne a aidé ces pays à se développer, c'est-à-dire que l'argent qui est parti à un moment dans les grandes est revenu, mais ce qui est revenu, c'est l'argent des contribuables. Hein, voilà. Alors, pourquoi la Hongrie? Eh bien, tout simplement, comme je le dis, je suis allé en Hongrie pour la première fois en 1985, donc en vacances sur le bord du lac Balaton. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé, même si c'était difficile à cette époque-là, parce qu'il fallait visa, il fallait des bons d'essence, il fallait se déclarer à la police, etc. Puis ensuite, j'y suis retourné tous les ans, mais mes enfants avaient trouvé que c'était ce lac, cet immense lac au centre de la Hongrie, qui fait 70 km de longueur, était quelque chose C'était d'ailleurs l'endroit, à cette époque-là, où les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest pouvaient se rencontrer. Les Allemands de l'Est ne pouvaient pas aller à l'Ouest, mais ils pouvaient venir sur le bord du Balaton. Et les Allemands de l'Ouest pouvaient aller aussi sur le bord du Balaton. Ah, Donc c'est les familles se intéressant. rencontraient là. Et on est retourné tous les étés, 1 ou 2 semaines, et mes enfants m'avaient dit que ça serait bien d'acheter un appartement là sur le bord du lac. Mais bien évidemment, à cette époque-là, ça ne se vendait pas, ces appartements. Je ne vais pas dire que tout appartenait à l'État. Il y avait quand même des particuliers qui avaient des appartements. Et puis en 2000, bah, j'ai eu l'opportunité d'acheter. C'était vraiment le tout début, il n'y avait quasiment pas d'agence qui vendait des appartements. J'ai acheté ça à un citoyen juif qui était marié avec une juive hongroise et qui achetait des appartements et qui revendait. Hein. Et à la même époque, j'aimais aussi Prague, j'avais envisagé d'acheter à Prague, mais à Prague, on nous imposait de créer une société dans laquelle il y avait nécessairement un citoyen tchèque. Bon, voilà. Donc, j'ai choisi la Hongrie, et puis j'aime ce pays, hein, mais je voyage beaucoup. Vous savez, la Serbie, la Roumanie. Bon, j'étais encore en Roumanie il y a 15 jours, la Slovaquie, la Pologne, l'Ukraine. Je suis aussi allé au moins 7 ou 8 fois en Ukraine avant 2014. Hein, j'ai même traversé la Transnistrie, enfin, je me suis fait un peu rançonner, aussi bien par les Russes, les Transnistriens, etc. Donc, alors la Hongrie, bon, j'aime bien donc l'ambiance, la sécurité, l'absence de wokisme, même si c'est vrai qu'à Budapest, de temps en temps, j'ai rencontré récemment un homme déguisé en femme, enfin voilà, mais c'est marginal. Hein. Euh, J'aime, hein, je retrouve un petit peu l'Europe, la France enfin, que j'ai connue dans ma jeunesse, la même population, enfin, voilà, la même ambiance. Il y a des destinations qui sont assez prisées des retraités, notamment par exemple la Thaïlande en Asie. Est-ce qu'on peut dire que la Hongrie, l'Europe de l'Est, c'est un moyen d'être paisible comme en Asie, mais tout en restant attaché à l'Europe, parce qu'on a envie d'être dans un environnement occidental? Euh, oui, quand on est en Europe centrale ou en Europe de l'Est, on est en Europe. En plus, on est au sein de cette Union européenne. Donc, il y a un certain nombre d'avantages qui est que le déplacement, la liberté de circulation sans visa. On n'est pas trop loin de la France, on est à 2 heures de vol de Paris, ce qui fait on peut aller en France à tout moment sans difficulté. Donc tout ça ce sont des avantages de proximité géographique. Les fuseaux Et horaires puis, aussi. les horaires, etc. Et puis évidemment, d'un point de vue culturel aussi, on est quand même dans une société chrétienne. Donc il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont communes. Ceux qui vont en Thaïlande, je connais bien la Thaïlande, je connais très bien l'Asie, il y a quand même des différences culturelles. On va là-bas pour des raisons par certaines partagées, comme nous, c'est-à-dire sécurité, tranquillité, etc. Mais il y a aussi d'autres raisons qui sont très différentes. Des gens qui veulent s'installer là-bas pour faire du business. En Asie,
On sait que pour faire du business en Asie, c'est quand même plus facile. Les lois sont plus flexibles. Il y a peut-être plus d'opportunités, surtout pour des individus. Alors qu'en Europe, le marché il est déjà occupé. Il y a beaucoup moins d'opportunités. Même à l'Europe centrale, à l'Europe de l'Est, les opportunités s'amenuisent d'année en année. Non. Mais quand on est retraité, bon, évidemment, ça ne pose aucun problème puisqu'on n'est pas là à la recherche de business. Donc, on vit bien, on vit correctement et on vit dans un cadre qui est assez similaire à ce que nous avions connu et ce que nous souhaiterions continuer à connaître en France. Oui, oui, il y a un certain nombre de retraités qui se sont installés, que ce soit des Français, des Belges, enfin des gens d'expression française, en particulier autour du lac Balaton, hein, des gens bon, qui sont venus vraisemblablement en vacances à un certain moment et qui sont partis, qui ont quitté la France un peu pour les mêmes raisons que nous, hein, qui préfèrent l'ambiance, qui préfèrent de la Hongrie, hein. Ça, c'est certain. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Là, je pense que ça fait bientôt 1 heure qu'on échange. Ah oui. De quoi peut-on, est-ce qu'on peut dire un dernier mot sur vos expériences en Hongrie, une anecdote? Une anecdote. Euh, quels sont les points négatifs de la Hongrie? La langue, peut-être, c'est difficile à apprendre. Est-ce qu'ils parlent tous bien anglais? Alors là, effectivement, la langue est très difficile. Bon, moi qui suis allé en Hongrie pour la première fois en 85, bon, j'essaie. Alors, c'est vrai que dans un magasin, je vais me débrouiller, mais dès que je me rends dans une administration où tout est un peu technique, il y a du vocabulaire un peu technique, c'est assez difficile pour moi. Alors, les Hongrois se sont mis très rapidement à l'anglais. Il faut dire que jusqu'en 90, la première langue étrangère, c'était le russe, hein. Bon, ils se sont mis très rapidement à l'anglais. Alors, quand vous allez dans un restaurant, quand vous allez dans un magasin, etc., ça parle anglais. Par contre, quand vous allez dans une administration, vous avez un problème à résoudre, ça parle jamais anglais, hein, ils ne comprennent pas l'anglais. Bon, bon, Comme alors en France? on se débrouille avec l'anglais, on se débrouille avec les bases, enfin les rudiments de hongrois, hein, qui sont nécessaires quand on parle plutôt à une personne âgée, hein. Les personnes âgées ont appris le russe, ils ont appris éventuellement l'allemand, hein. La deuxième langue après le russe, c'était l'allemand. Bon, tandis que les jeunes ont tous appris l'anglais. Oui, il y a de plus en plus de gens qui parlent anglais. En 10 ans, il y a eu oui, transformations radicales, hein, en Hongrie, en particulier à Budapest. On peut avoir une vie quotidienne à Budapest sans parler le hongrois. En revanche, Oui. quand on travaille en Hongrie, c'est autre chose. Je pense que l'usage du hongrois devient nécessaire. Il reste que ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes français et européens de l'Ouest qui viennent travailler en Hongrie, mais ils ne viennent pas travailler dans des entreprises hongroises, ils transportent leur job, leur travail en Hongrie, parce ils ont des jobs qui se déroulent en ligne. Et donc, ils travaillent à Budapest, à Paris, ou à Toulouse, pour eux, ça ne change rien, ça ne change pas du tout. Mais en revanche, ils bénéficient de tout ce que de tout ce que nous venons de parler en étant en Hongrie. Et avec un avantage supplémentaire, c'est que si on est payé en euros, on a l'effet de change. On bénéficie de l'effet de change. Donc, on a un pouvoir d'achat qui est supérieur à celui que nous aurions normalement en France. Donc tout ça pèse sur la balance des choix de jeunes qui viennent. Je ne parle pas des retraités. Les retraités, comme nous, hein, Bernard et moi, c'est notre trajectoire. Mais pour les jeunes, tous les jeunes que je connais français qui viennent ici, ils travaillent en ligne. Ouais, il y en a Mon fils beaucoup Oui, travaille en, en Asie. mon je vais fils encore travaille dire en une ligne. chose. Moi, j'ai connu au moins deux personnes qui sont venues en Hongrie pour les études.
un étudiant qui a raté ses études de médecine en France, et vous savez qu'au bout de deux, on pouvait redoubler, et si, on ne pouvait pas faire plus de 2 premières années. Donc il a redoublé, enfin ça n'a pas marché ces 2 premières années. Il est venu faire ses études, enfin c'était pas de dentiste, hein, il est venu faire ses études à Budapest. Et j'ai rencontré récemment dans l'immeuble où j'habite une jeune fille, elle, qui était venue faire ses études de vétérinaire, parce qu'en France aussi, c'est très limité le nombre de places dans les écoles de vétérinaire, comme en médecine. Donc, on vient faire ses études en Hongrie. La Hongrie fait partie de l'Union européenne, et quand on a son diplôme, on repart en France. Alors, attention, donc les cours se font en anglais. Oui, tout Et à fait. les écoles sont payantes, bien évidemment. L'enseignement de la médecine en Hongrie est assez reconnu, puisque effectivement, beaucoup d'Européens de l'Ouest viennent en Hongrie pour faire leurs études. Beaucoup de Français viennent ici faire leurs études parce que tout simplement, ça leur permet de contourner le numerus clausus Voilà. assassin qui existe chez nous. Oui, oui, oui. Ok, c'est bon à savoir. Bah, très bien, écoutez, je pense qu'on a pas mal parlé de pas mal de sujets. On refera des émissions sur l'Europe de l'Est, je pense, sur des sujets peut-être un peu plus politiques Pour et conclure, je dirais, d'actualité. si Ouais, vous me permettez de faire une bien sûr, conclusion vas-y. un peu politique, je dirais que l'avenir de l'Europe se trouve maintenant en Europe centrale et en Europe de l'Est. C'est vrai. Combien de temps? Est-ce qu'il se peut qu'un jour, toute l'Europe, y compris l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, devienne un super État islamique? Oh non, je pense que l'Europe de l'Est, ils sont... Non, non, eux, ils se défendront jusqu'au bout, ils n'accepteront pas. Ils ont connu d'abord dans l'histoire la menace de l'invasion ottomane. Ils n'ont pas oublié. Nous, on a oublié Charles Martel, mais eux, ils n'ont pas oublié. D'accord. Et nous, nous sommes malheureusement mentalement, idéologiquement asservis et résignés euh, par une société qui ne sera plus la société d'origine. Vous avez toute une classe politique qui agit dans ce sens. LFI, c'est 30% du corps électoral. L'extrême centre, c'est 38% du corps électoral. Ça fait 60% du corps électoral qui accepte d'une manière résignée ou active le fait que leur société disparaîtra un jour et sera dominée par l'islam. D'accord, Le Bernard? corps, le corps électoral, il est parfois aussi pas véritablement français de souche, hein. Dans la Seine-Saint-Denis, il y a 12 ou 13 députés, peut-être 13, hein. Et tous sont LFI, hein. À Mais Saint-Denis, Comme les Français à tous sont Saint-Denis appelés à disparaître, comme les les Français tous députés, sont appelés à disparaître et à mourir, ils seront remplacés par les autres. il y a deux députés sur Saint-Denis. L'un a été élu avec 70% des voix, et l'autre, c'est Coquerel, avec plus de 60% des voix, 70 et Oui. 60. Par contre, aux élections présidentielles, Macron a obtenu 80% des voix. Hein, donc, selon ce que demandent les imams, eh bien, on vote LFI ou on vote Macron. Mais parce que Macron, bien entendu, ils savent très bien que Macron est un immigrationniste, ils savent très bien que Macron, il aime les Noirs et les Arabes. Oui, Disons oui, il aime bien disons les les... choses Oui, clairement. oui. Lui, il parle de régénération de la population. Mélenchon parle de la créolisation. C'est la même chose. Hmm, C'est deux vocabulaires différents pour dire la même chose. Vous hmm, additionnez l'électorat de ces deux hommes et vous avez 60% de la population française. hmm. Voilà. Donc, je vous dis, je suis convaincu que la France deviendra un califat. C'est une question de temps. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. Malheureusement, je crains que tu aies raison, Maurice. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Bernard aussi. Et à très bientôt. Bonne Allez, au soirée. revoir. Bye Au revoir, Au bye. Romain. revoir.